On a commencé, tu as agi et gagné ton premier dollar, puis tu as engagé des freelances et formé ta première équipe. Et maintenant, nous avons entre 5 et 9 employés. C'est trop de monde pour tout gérer seul. On passe donc de stabiliser à prioriser. Tout à fait. À l'étape 4, qui est la cinquième, l'effectif est de 5 à 9 personnes. Ton rôle est maintenant celui de manager. Tu es passé de former aux tâches de base à OK, maintenant je dois gérer des gens. Ta structure de leadership n'a qu'un niveau, c'est ta première équipe. Alors, il ne s'agit plus seulement de tes premiers employés, c'est une équipe opérationnelle. Le nombre d'entreprises à ce niveau est d'environ 3 millions. C'est fou de voir comment on passe déjà de 30 à 3 millions d'entreprises qui comptent entre 5 et 9 employés. C'est comme si l'air devenait très rare, très vite. Maintenant, on va commencer par le produit à ce niveau. Quels services et résultats proposes-tu? Tes contraintes et tes besoins pour passer à l'étape suivante? Donc, le produit. La contrainte à ce niveau, c'est que tu as dit oui à toute personne prête à payer, n'est-ce pas? C'est ce que tu as fait au début. Mais les retours de nombreux clients ont créé trop de directions pour le produit. Actuellement, tu as trop d'offres. Pour passer à l'étape suivante, tu dois donc spécialiser ton produit, c'est-à-dire passer à la version 2 de ton produit et le tarifer spécifiquement pour un avatar de niche. Voici donc ce que nous allons faire et à quoi cela ressemble. Nous voulons faire une analyse 80-20 pour déterminer qui sont nos meilleurs clients, qui nous paient le plus, qui valent le plus d'argent. Quel est ce 20 Dans la plupart des entreprises, parmi tous tes clients, 80 te prennent énormément de temps, d'énergie et de ressources, mais en fait, ce sont eux qui te rapportent le moins. L'idée est donc d'identifier vos 20 de clients les plus précieux et chercher ensuite à les reproduire. Enfin, il faut créer un produit parfaitement adapté à ces 20 Les 20 qui vous rapportent le plus, qui aiment votre produit plus que les autres. Ce sont vos fans inconditionnels, vos clients idéaux à forte valeur vie, LTV. Ensuite, vous devez adapter votre offre à ce segment de clientèle plus restreint. Je vais vous donner un exemple concret. On a eu une entreprise qui est venue à l'un de nos ateliers. C'était une agence de génération de leads. Ils s'occupèrent de trouver des leads pour des services B2B et ils nous ont dit qu'ils aimeraient vraiment travailler avec des chirurgiens plasticiens. Nous avons dit, d'accord, analysons votre base de clients, qui vous paye le plus et qui se plaignent le moins. Il s'est avéré que c'était les cabinets d'avocats. Et donc, les cabinets d'avocats représentaient en fait 20 des clients. S'il a choisi les chirurgiens plasticiens en disant que c'était sa cible, c'est parce qu'il en avait déjà. Il pensait donc devoir servir ces clients-là en priorité, mais nous avons découvert qu'il ne faisait pas autant d'efforts pour obtenir des cabinets d'avocats que pour les chirurgiens plasticiens. Mais quand il obtenait des cabinets d'avocats, en fait, leur valeur vie client était presque doublée. Il ne sollicitait que peu le service client et vantait mieux le produit. Alors la question est, quels sont vos cabinets d'avocats? Qui sont ces clients que vous trouvez sans effort, faciles à satisfaire et qui vous apprécient le plus? C'est souvent l'une des transitions les plus effrayantes pour la plupart des entreprises et c'est l'un des 5 cavaliers dont je parle. Jusqu'ici, nous n'en avons parlé qu'en termes d'effectifs. Mais pour donner une idée en chiffres, c'est généralement entre 1 et 3 millions de chiffres d'affaires. C'est là que survient ce problème quand ils disent oui à tout le monde. Et le dilemme du choix impossible, c'est que si vous dites non à de l'argent, vous avez peur de ne pas en gagner du tout. C'est ça. Et donc, si vous continuez d'accepter tous ces clients disparates, vous ne pourrez jamais standardiser vos solutions, ce qui rend la croissance plus difficile. Voyez les choses ainsi, avec de nombreux clients et des offres de produits variés. Il devient plus difficile de les attirer, parce que vous essayez d'être tout pour tout le monde, ce qui veut dire que vous n'êtes rien pour personne. Vendre devient plus difficile car au téléphone, il faut former un commercial sur tous les différents types de prospects et tous les différents types de produits. Si vous vendez à cette personne, tout est personnalisé en coulisses, ce qui est laborieux. Avec un message unique pour un profil spécifique, former le commercial sur ses objectifs est simple et la solution se standardise. L'efficacité globale s'en trouve améliorée. Processus. C'est effrayant. Mais en installant un modèle partout, voyez le résultat. Vos marges augmentent, votre pub gagne en efficacité, votre conversion grimpe, tout progresse. C'est nouveau, donc intimidant. Actuellement, votre infrastructure peut gérer 5 fois votre top 20%. Ces clients ne sont que 20% de l'activité, mais font l'essentiel du CA. En remplaçant les 80% restants par ce profil, votre entreprise triplerait sans frais fixes supplémentaires. C'est pour cela que c'est si précieux. 2 précisions. Au début, on arrose large et on accepte l'argent de quiconque à une carte, puis on se demande pour qui on travaille vraiment. On y répond à cette étape du produit. C'est vraiment un thème qui traverse tout.
On généralise avant de se spécialiser. Il y a cette blague dans le monde du logiciel qui s'applique partout. Tous les logiciels finissent par devenir un CRM. Les entreprises se disent qu'elles gagneraient tellement plus en servant tout le monde et en faisant toutes ces autres choses. Et c'est à ce moment-là que les entreprises glissent sur la pente glissante de vouloir tout faire pour tout le monde. Donc en ce moment, ce que nous voulons vraiment, c'est ne pas être tout pour tout le monde. C'est notre focus avec ce produit. Ne devenez pas le CRM de votre secteur. Récemment, quelqu'un m'a dit « Tu sais quoi? J'ai une agence de marketing, mais je remarque qu'il ne conclut pas les prospects. » Et donc je me dis « Tu sais quoi? Je devrais aussi conclure les ventes. Autant gérer leur boîte à leur place, autant créer réellement 17 000 entreprises au lieu d'avoir la nôtre. » L'idée est de passer du général au spécialisé avec votre prix, votre avatar et votre produit. J'insiste sur la question du prix parce que les gens vont s'y opposer. Si vous ciblez ce nouvel avatar avec plus de valeur, votre prix doit être en adéquation avec cela. Car ces 20% tirent 5 fois plus de valeur que les autres. Pourtant, vous tarifez selon le client le moins rentable au lieu de viser celui à qui vous apportez le plus. En changeant cela, plus besoin de vendre 5 fois plus à ces 20%. En vendant juste le double, vous remplacez tout votre chiffre d'affaires grâce à la valeur supérieure offerte à cet avatar. Dans le livre Offers, je parle des différents niveaux de spécialisation de niche. Si vous aviez un produit de gestion du temps générique, il coûterait 19 $. Mais pour des professionnels de la vente, ce même produit pourrait valoir 99 $. Si vous passez de la gestion du temps pour les commerciaux à la gestion du temps pour les vendeurs B2B en prospection, ça pourrait devenir un produit à 1000 $. Si vous passez de la gestion du temps pour les professionnels de la vente en prospection à une spécialisation dans le secteur des outils électriques et du jardin, vous pourriez être en mesure de facturer 10 000 $. Au fond, votre prestation de base reste la même, c'est toujours de la gestion du temps. Nous devenons beaucoup plus précis sur les personnes à qui nous voulons proposer cela. Cela devient plus précieux à cause de qui ils sont plutôt qu'à cause de ce que nous avons fait. C'est une partie de la magie derrière la tarification de niche. La valeur perçue de ce que vous vendez augmente considérablement en étant plus spécifique sur la cible. Si vous êtes cet avatar, réfléchissez. Entre un cours à 19 $ sur la gestion du temps et un autre qui semble exactement correspondre à votre quotidien, vous vous diriez « c'est fait pour moi ». Et vous seriez prêt à payer plus cher, même si c'est probablement la même chose. Donc, le produit, au début de ça, on disait oui à tout le monde, ne sais pas. Suite aux nombreux retours, on a créé divers produits hybrides à prix et cibles variés. Nous allons spécialiser notre produit et notre prix pour servir un avatar de niche. Et maintenant, on passe au marketing. Très bien. Voyons le marketing au niveau 4 pour faire connaître vos offres. Le souci est que vous avez trop de prospects non qualifiés. Et pour passer à l'étape suivante, vous devez créer de meilleures choses gratuites. Ajoutez plus de création afin d'accroître votre volume publicitaire et des critères qualificatifs de la friction. Le surplus s'auto-sélectionne, on se demande en quoi est-ce différent. Je vais expliquer. Très bien. D'abord, créer du meilleur contenu gratuit. J'ai déjà évoqué ce qui n'est pas scalable. J'insiste vraiment là-dessus à ce stade parce que tu as fait ce que tu croyais bon il y a 4 étapes. Il est temps de mettre à jour. Disons-nous, d'accord, j'ai maintenant beaucoup plus de ressources et je peux investir davantage dans les choses gratuites que je peux offrir. Je peux en fait offrir des choses qui ont un coût réel pour mes concurrents, qu'ils ne peuvent pas forcément se permettre. Et donc j'aime bien me dire, d'accord, si je devais offrir quelque chose, ça me coûte 4 heures de travail et ça me coûte, tu sais, 100 $ en main-d'œuvre pour pouvoir livrer ce lead magnet. Si mon coût d'acquisition client diminue, car j'obtiens 4 fois plus de prospects, en apportant réellement une valeur gratuite qui a un coût réel, alors j'y gagne quand même. C'est pourquoi on ajoute des critères de qualification à ce niveau pour s'assurer d'être encore plus strict à leur sujet. Tu peux offrir ce cadeau incroyable sans pour autant le donner à tout le monde. Dis simplement, si tu es éligible, je te le donnerai gratuitement. Parce que si je te disais maintenant, oh, l'avatar parfait est au téléphone. À le budget, le besoin en a besoin maintenant à l'autorité. Serais-tu prêt à leur offrir du travail gratuit s'ils sont le client parfait ? Absolument. Pas prêt à l'offrir à des non sérieux. Alors abstiens-toi. Il est donc évident que, puisque nous avons affiné notre avatar, notre offre gratuite doit désormais être plus précise et spécifique pour parfaitement s'aligner avec ce nouveau message, n'est-ce pas? Et donc, si par exemple, on disait qu'on monte en gamme, tu sais, on a découvert que les grands cabinets d'avocats sont meilleurs que les avocats individuels. Par exemple, on pourrait se dire, d'accord, comment passer de 100 clients dans votre cabinet à 200 clients pourrait être le lead magnet. Au début, on disait, comment avoir vos 5 premiers clients en droit ou en fitness?
Vous allez attirer un avatar très différent avec le premier lead magnet qu'avec le second. Il faut s'assurer que tout soit cohérent dans tout l'entonnoir. Créativement, le message doit correspondre du clic à la conclusion. Les publicités, les titres, le lead magnet, l'offre, les tunnels de vente, les qualifications, le script et la phase de nurturing, tout cela doit être parfaitement aligné. Aligné avec la nouvelle personne que vous souhaitez vraiment attirer. C'est la meilleure partie du côté créatif. Un autre aspect créatif, c'est qu'il faut être beaucoup plus spécifique dans votre accroche. Dans vos titres, au lieu de recherche tous les avocats, dites recherche d'avocats ayant au moins 5 collaborateurs à temps plein dans le cabinet. Ou recherche des avocats traitant au moins 100 dossiers par mois, par exemple. Vous utiliserez votre critère particulier à qualifier dans les publicités et l'accroche pour attirer les meilleures personnes et il vous faut donc faire plus de publicité. Vous avez l'habitude de créer un seul contenu, faire quelques démarches ou dépenser 100 $ par jour. Ce genre de choses finit par s'épuiser. On a ce nouveau message, on va l'améliorer, le rendre plus spécifique et en faire beaucoup plus. Et c'est le passage au niveau supérieur qui est nécessaire. Côté friction, notre spécialisation doit se voir dans tout l'entonnoir. Ajoutons ces critères à notre formulaire de qualification. En général, je veux le budget, l'autorité, le besoin et le timing, le BANT. On veut ça, mais il faut aussi remplir d'autres critères. Comme dit pour Jim Watson, il faut par exemple avoir un employé, 30 membres ou un bail signé, peu importe la condition. Est-ce que vous ajoutez réellement plus de ces éléments pour vous en assurer? Vous ciblez mieux vos prospects. Ces critères servent à filtrer le trafic. On passe ainsi d'un surplus de prospects non qualifiés à du contenu gratuit de qualité, plus de créativité pour le volume et des aimants à prospects. Correspondant au nouvel avatar restreint, nous ajoutons des critères de qualification et de la friction pour répondre aux exigences de l'avatar recherché. Ensuite, il y a la vente. La vente consiste à inciter les gens à vous donner de l'argent pour vos produits. La contrainte est que votre réactivité diminue, donc vous générez des prospects, mais vous les contactez beaucoup plus lentement. Avant, vous les contactiez peut-être le jour même où ils arrivaient. 7 jours plus tard, sans indicateur de vente, vous ignorez probablement votre taux de transformation actuel. Pour passer ce niveau, vous devez suivre manuellement les KPI de base sur un tableur. Oui, nous utilisons Google Sheets. Et donc, à quoi cela ressemble-t-il? D'accord, les indicateurs clés de performance de base en vente. Un KPI est un indicateur clé de performance. Il nous indique si les choses vont dans la bonne direction ou non. Et donc, pour les ventes, cela ressemblerait à quelque chose comme ceci. Taux de contact, taux de prise de rendez-vous. Taux d'annulation, taux de présence, taux d'offre, taux de clôture, montant encaissé et vous pouvez ensuite individualiser tout cela par commercial. Donc, si vous avez plusieurs personnes qui font des ventes, vous obtiendrez des chiffres pour chaque personne sur chacun de ces éléments. Enfin, le mode avancé permet de suivre le pourcentage d'appels programmés et d'opt-in aboutissant à une vente. Ce sont des bonus. Si vous appliquez déjà cela, comme certains passionnés de vente à ce stade, vous venez de la vente. Ce n'est pas rare. Suivez les taux RDV appel et opt-in vente. Assurez-vous de suivre le nombre absolu de ventes réalisées ainsi que les pourcentages hebdomadaires sur l'ensemble. Regroupez tout jusqu'en haut. Puisque votre rapidité de prise de contact diminue, nous allons mettre en place du nurturing de leads basique pour vos prospects. D'abord, changez le titre de la page de remerciement pour inciter à la prise de rendez-vous. Donc, vous voulez convaincre les gens de réserver un appel. C'est la première chose que vous devez faire. Alors, quand quelqu'un arrive sur la page, il ne faut pas qu'elle soit vide. Il vous faut un titre incitant les gens à réserver l'appel. Cela peut passer par la rareté. Ça peut être urgent. J'aime dire, énoncez simplement les faits et la vérité. On n'a pas le temps pour ça. Dites-leur, on n'a qu'un nombre limité de places pour cet événement. Dites-leur simplement que les places sont limitées. Il ne s'agit pas de mentir, mais d'énoncer les faits. Votre capacité d'accueil est réellement restreinte à ce moment-là. Votre stock est limité pour répondre à la demande. Utilisez cela dans le titre. Ensuite, placez le planificateur au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, très souvent, ce que les gens font, c'est que quand vous regardez la page sur le site, le planificateur est tout en bas, n'est-ce pas? Beaucoup se demandent pourquoi personne ne prend rendez-vous. On se dit qu'il faut scroller toute la page pour caler un appel. Pour que les gens s'inscrivent plus souvent, placez le bouton au-dessus de la ligne de flottaison et multipliez les points d'incitation au rendez-vous. Ensuite, il faut passer à des créneaux de 15 minutes. Des créneaux disponibles 7 jours sur 7, de 9 h à 21 h. Pourquoi? Quand on a lancé Allen, c'était un logiciel de traitement de prospects. Et ce que nous avons appris était quelque chose de très intéressant. Le facteur numéro 1 corrélé avec les entreprises qui faisaient plus de ventes, c'était la disponibilité. La disponibilité.
Et donc, il y a plusieurs façons d'augmenter la disponibilité, n'est-ce pas? Et tu peux battre tous tes concurrents rien qu'en faisant ça. Premièrement, tu es disponible pour vendre 7 jours sur 7. Deuxièmement, tu as le plus grand nombre de créneaux horaires possible. Donc, du fuseau horaire PST à EST, de 9h à 21h. Et ensuite, il faut proposer des créneaux de 15 minutes parce que 15 heures ne conviendra peut-être pas à quelqu'un, mais 15h15, oui. Si tu fais ces trois choses, tu peux augmenter ton rendement de façon spectaculaire. La plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts à le faire ou ils ne sont pas prêts à demander aux gens. Voilà le truc. Je ne dis pas qu'une seule personne qui fait des ventes doit tout gérer, mais tu devrais empiler les gens. Tu devrais créer un planning pour pouvoir couvrir tout cela en fonction de l'équipe de vente que tu as. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est inciter tes preneurs de rendez-vous avec 3% des ventes. Donc, pour les personnes qui prennent les rendez-vous, afin de t'assurer que les prospects sont bien programmés rapidement, tu peux dire qu'ils reçoivent 3% de la vente pour chaque appel qu'ils ont fixé, qui se conclut par une vente. Après cela, tu peux mettre en place des rappels automatisés. Mais les rappels personnalisés sont toujours préférables aux rappels automatisés. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir les deux. Donc, assure-toi d'avoir des rappels automatisés en plus des personnes qui contactent personnellement. Pour les rappels automatisés, précise qu'ils le sont. Ne fais pas passer un rappel auto pour un message personnalisé. Dis juste « Ceci est un rappel automatisé ». Ainsi, pour un rappel personnalisé, ils sauront qu'une vraie personne est derrière. Et cela nous amène au rappel manuel. 24 heures à l'avance le matin et 1 heure avant. On a aussi constaté grâce à notre logiciel Alan, et c'est là que c'est fou, c'est que quand on a intégré l'IA au logiciel, il personnalisait donc ses réponses automatisées. Cependant, lorsque c'était un représentant qui envoyait réellement les messages, la probabilité que la personne se présente restait 2 fois plus élevée. Il y a donc quelque chose dans le fait qu'une personne le fasse qui augmente le taux de présence. En motivant les setters à 3%, ils feront ces rappels manuels, les 2 derniers points chaque jour. Félicitations à toute l'équipe pour les excellents taux de présence. On félicite souvent les chiffres de vente, mais on ne reconnaît pas assez les indicateurs qui y mènent. Ces indicateurs clés comprennent le taux de présence et le fait de contacter les clients. Ce serait l'envoi de ces rappels. Ce serait le fait de nourrir les prospects. Ce serait aussi suivre le script. Toutes les actions qui mènent à une vente conclue, nous voulons les encourager. Par exemple, un canal Slack où les gens se valorisent constamment pour le nurturing des prospects est exactement ce qu'il faut pour ainsi favoriser ce comportement au quotidien. C'est parce que les gens feront plus pour le statut que même pour l'argent. Et pour féliciter les ventes, on peut aussi simplement mettre quelqu'un en avant lors des réunions. Regarde, un tel a fait un truc super. Demandez-leur ce qu'ils font, ils répondront « Je suis juste le processus ». C'est fou, non? Ça veut dire que les autres ne le font pas. Mais là où c'est extrêmement important pour les chefs d'entreprise, c'est que pour moi, dire « Ok, tu vas passer d'un taux de transformation de 35% à, disons, 42%. Ce serait une augmentation de 20%. Vous vous dites peut-être « Je ne sais pas si c'est réaliste, vu la situation. Mais avec un taux de présence de 50% à vos appels, vous pouvez passer de 50 à 80. Si vous mettez en place tout ce qu'il faut pour relancer vos prospects. Et là, ce serait bien plus qu'une hausse de 20%. Le plus fou, cette hausse de présence génère la même hausse de chiffre d'affaires qu'un bond de 20% du taux de conclusion. Dans tout l'entonnoir, le principe est identique, sauf que peu de gens s'intéressent à la présence quand tous visent le taux de conclusion. Et donc en ce moment, vous avez probablement encore plus d'opportunités d'amélioration, car c'est plus axé sur le processus et franchement moins sur les compétences. Suivre le processus est simple, mais conclure une vente au téléphone demande plus de savoir-faire. Donc, au niveau le plus basique, tous les closers devraient travailler leurs prospects pour obtenir un taux de présence phénoménal afin de maximiser leurs chances de réaliser plus de ventes. Et enfin, pour augmenter le taux de présence, proposer une incitation à se présenter. Soudoyer consiste à ajouter un avantage ou à supprimer un inconvénient à la présence. Pour supprimer un inconvénient, on peut leur accorder une réduction ou offrir quelque chose gratuitement. Un avantage serait de leur donner de l'argent ou une carte cadeau. Vous avez sûrement reçu ces emails disant « Je vous donnerai 100 $ si vous assistez à l'appel ». Une autre idée géniale m'est apparue quand je me suis inscrit à un logiciel RH. Ma motivation était que si je venais, on m'offrait un crédit de 500 $ sur mon premier mois. J'y ai donc assisté. Je m'en souviens très précisément. Je voulais sauver ces 500 $. Beaucoup seraient aussi motivés à économiser de l'argent. Tout dépend de votre avatar. Et si vous êtes un commerce physique, on a testé ça sur Alan, on a donc plein de données là-dessus. Offrez un choix comme préférez-vous un t-shirt rose ou bleu? Ou quelle est votre taille de t-shirt? J'en mets un de côté pour votre venue. C'est comme engager ce petit coût tout en ajoutant un peu de personnalisation. J'ai mis ton t-shirt rose taille M de côté.
Il vous attend. Je te verrai à 4 heures. S'il s'absente, ils décaleront le RDV. L'ambiance est très différente. Et alors quoi? Seulement 6 dollars pour un t-shirt. Augmenter de 10% la participation, soit 10% de revenus en plus, c'est énorme. C'est une opportunité trop négligée. Cela dit, pour les ventes, n'est-ce pas? Le contact était trop lent et sans statistiques. Diplômez-vous en suivant vos KPI de base sur tableur. C'est parfait. Et augmentez également la vitesse de contact. C'est ce que nous faisons pour notre portefeuille, prioriser. Comme entrepreneur, on a des options illimitées avec des ressources limitées. La croissance dépend donc de la qualité de votre priorisation, c'est-à-dire de votre stratégie. L'une des entreprises acquises était un centre médical physique de 14 sites lors de son rachat. J'ai analysé les indicateurs. Il y avait beaucoup de choses à faire comme le service client, l'assiduité et la formation. Mais nous avons décidé de faire une seule chose, tripler les prix. Nous avons multiplié la valeur vie client par 4. On a réussi en spécialisant le produit et en ciblant le bon avatar. Nous avons même créé un programme d'ambassadeur pour cet avatar. On a ensuite ajusté le script de vente pour optimiser le upsell. Cela a décuplé les revenus récurrents de l'entreprise. Si vous résolvez la plus grande contrainte de l'entreprise à un moment donné, vous obtenez le rendement maximal pour vos efforts. Et si vous souhaitez l'aide de mon équipe, pour clarifier vos priorités et parfois même découvrir une action plus importante que tout ce qui figure sur votre liste de tâches, vous avez alors deux options. D'abord, si vous n'avez pas de feuille de route pour la croissance, cliquez sur le bouton sous cette vidéo pour obtenir la vôtre. Si vous en avez déjà une pour votre niveau actuel, cliquez sur le bouton au-dessus pour postuler et voir si vous êtes éligible à l'un de nos ateliers. C'est ainsi que nous pouvons concrétiser toute cette feuille de route pour vous, votre entreprise et votre secteur dès maintenant. Ce qui nous amène au service client. Tous. Le service client incite vos clients à recommander, rester fidèles, laisser des avis et racheter. Au niveau 4, prioriser. Le problème est que vous n'avez aucun indicateur de succès client. Pour progresser, nous instaurons le suivi des KPI et des notes centralisées pour chaque client via un CRM basique. Votre CRM initial est souvent axé vente. À ce stade, il devient pertinent de se demander: faut-il y ajouter des fonctionnalités? Devons-nous l'étendre ou devons-nous acquérir un autre type de système pour le service client ou la livraison afin que nous puissions nous assurer que chaque client est bien suivi? Et donc, voici à quoi cela ressemble. Encore une fois, Google Sheets règne en maître, mais l'installation des KPI. Voici donc les 3 métriques que nous allons examiner le plus souvent en dehors de l'activation. Ce sont des indicateurs simples à suivre. D'abord, votre NPS, le Net Promoter Score, cherché sur Google si besoin, et enfin le CSAT, qui mesure la satisfaction client. Le taux de churn est le pourcentage de clients partant chaque mois, suivi des taux de remboursement et de rétrofacturation. Voici des indicateurs clés à connaître, centralisés via tous les points de contact du CRM. C'est un élément essentiel d'une expérience magique. Entre résultats et expérience, cet aspect est crucial. Qu'est-ce qu'un point de friction? C'est l'impression de devoir se répéter ou de redire cela à un autre représentant ou collègue, alors que la personne qui vous sert ou le responsable de votre compte n'est pas informé de la situation. Vous vous dites, il ne l'installe sûrement pas bien, et vous voulez que tout soit magique. C'est comme si l'entreprise n'avait qu'un seul cerveau, toute la communication étant centralisée. Cela vous donne un air bien plus professionnel. Par exemple, « Et j'ai vu que vous avez parlé à Léla. Voici vos sujets de discussion de la semaine dernière. Je veux m'appuyer là-dessus. Alors allons-y, plongeons dedans. » Ils se disent « Oh, waouh! Ça prend 5 minutes de recherche avant un appel pour simplement relire les notes et revoir les objectifs, car vous devriez les avoir depuis l'onboarding. Remarquez comment tout cela s'empile. Ok, quand je vais parler avec Sandy, voici son objectif et les actions qu'elle devait entreprendre. Elle a eu 2 appels avec Nicole et voici les résultats de ces appels. Donc, quand j'arrive, j'ai l'air beaucoup plus professionnel, pointu et organisé, au point qu'ils se disent « Cette entreprise est vraiment sérieuse et l'expérience est exceptionnelle et ça vous donne plus de marge de manœuvre pour faire des erreurs. » Dans le même ordre d'idées, tout comme pour les points positifs, il est essentiel de centraliser les notes sur les plaintes et les opportunités d'amélioration. Gardez toujours un endroit précis pour documenter ces points de friction, car vous n'assurez peut-être plus directement la prestation. Vous devez donc suivre de près les plaintes actuelles des clients, car ce sont encore les problèmes que nous devons résoudre afin de rester en contact avec la réalité, même si vous êtes désormais un peu plus éloigné. Comme Alex l'a dit, les KPI clients se divisent en 3 niveaux: superficiel, intermédiaire et approfondi. Le niveau approfondi inclut les groupes de discussion ou entretiens clients. Le niveau intermédiaire concerne les enquêtes avec réponse libre. Ensuite, le niveau superficiel. Concentrons-nous ici pour prendre le pouls.
Cela inclut le NPS, le CES et le CSAT. Voici comment utiliser le NPS, un indicateur clé du service client. La raison pour laquelle je suggère de l'utiliser, c'est qu'il existe tellement de références par secteur que cela vous permettra, en cherchant sur Google, par exemple, meilleur NPS pour l'entretien de pelouse, le NPS le plus courant pour un chef à domicile, pour le service client ou pour un coach sportif, de trouver des benchmarks. Faites une capture d'écran pour vous y référer lorsque vous mettrez en place le scoring NPS. Le NPS est calculé à partir des réponses à une seule question. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre produit ou service à un ami ou un collègue? Ensuite, il existe différents niveaux selon la réponse donnée, ce que cela signifie pour votre entreprise. Et voici le calcul ci-dessous. J'aime beaucoup le NPS car c'est l'outil le plus sensible. Par exemple, avec un simple score CSAT ou une note sur 5 étoiles, on peut facilement croire faire mieux que ce n'est réellement le cas. Concrètement, on ne gagne un point que si la personne répond 9 ou 10, alors que 7 ou 8 comptent toujours pour 0. Ceux-là sont neutres. Toute note de 6 ou moins est considérée comme un détracteur. Donc, avec un 6, on se dit « j'ai réussi ». En réalité, cette personne est activement en train de dire aux autres de ne pas venir dans votre entreprise. En fait, impressionner les gens est bien plus difficile qu'on ne l'imagine. Mais personnellement, dès que je me suis intéressé au NPS, c'est devenu pour moi une véritable obsession. J'adore vraiment voir les scores NPS augmenter, car c'est un indicateur sensible. On voit qu'il fluctue beaucoup. Pour le contexte, ce n'est pas une note de 0 à 100, c'est un score qui va de moins 100 à plus 100. Donc je pense que la moyenne des entreprises est autour de moins 12. Voilà à quel point c'est mauvais. Par exemple, Apple a un score de 61 et Chick-fil-A est à 58. Ce sont vraiment d'excellentes entreprises. Cela montre bien que tout le monde a encore une marge de progression vers l'expérience parfaite. Notre score NPS moyen est de 91. L'indicateur suivant est le CSAT, soit la satisfaction client. Celui-ci, c'est vraiment simple. C'est essentiellement une échelle de 5 points pour mesurer à quel point un client est satisfait du produit ou du service d'une entreprise. Et donc, l'important ici, c'est de mettre cela en place juste après. Il tire de la valeur d'un aspect de votre service. Concrètement, par exemple, quel est votre niveau de satisfaction concernant le support que vous venez de recevoir? Pour évaluer la qualité du support, êtes-vous satisfait de notre processus d'intégration? Faites-le dès la fin de l'intégration. Êtes-vous satisfait de nos supports d'aide juste après l'utilisation? Cela donne très insatisfait, insatisfait, neutre, satisfait, très satisfait. J'aime beaucoup cela, car pour améliorer un point précis de votre produit ou service, cet outil est idéal à mettre en place. Ainsi, juste après l'usage, sollicitez leur avis pour l'obtenir en temps réel. Ensuite, il y a le churn de revenus, soit la part de revenus perdus due au désabonnement hors nouveaux clients. Par exemple, disons que le chiffre d'affaires au début était de 10 000 $. Puis, le revenu perdu à cause du churn était de 500 $. Ainsi, notre churn de revenus est de 500 $ sur 10 000, soit 5%. L'idée est de comprendre le churn de logos, c'est-à-dire les entreprises qui partent, mais en ayant le churn de revenus en parallèle, cela permet de prendre en compte le revenu d'expansion. Ainsi, avec différents niveaux de prix et des montées en gamme, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un churn net négatif, ce qui signifie que même si vous perdez certains clients, vos 5% de clients les moins rentables dépensent plus de 5% supplémentaires cette année par rapport à la précédente. Et quand ça arrive, votre entreprise croît exponentiellement, c'est le nirvana, c'est l'objectif de chaque entreprise. La première chose que vous pouvez faire est de commencer à suivre ce chiffre. Initialement, cela représentait un niveau de service client bien plus qualitatif pour vous. Mais à mesure que nous approfondissons les niveaux de croissance, il y aura un peu plus de détails en cours de route. L'entreprise grandit et exige plus de travail. On a donc débuté sans indicateur, puis instauré un suivi et des KPI centralisés par client. Et nous avons mis en place un CRM en back-end. Très bien. Donc, il s'agit de la façon dont vous collectez, stockez, analysez et affichez les informations. Et donc, la contrainte à ce niveau, c'est vraiment que la nouvelle équipe que vous avez n'utilise pas tout. Alors, pour ce niveau, intégrez tout le monde. Sur chaque plateforme, protégez les mots de passe, installez des outils de gestion de projet et de communication. Je vais donc détailler cela. La première chose à faire est d'arrêter d'utiliser vos téléphones et les messages textes et de passer à un outil de messagerie professionnelle. D'accord? Slack est la meilleure option que j'ai expérimentée. Vous pouvez aussi utiliser Click de Zoho
Il existe d'autres options, mais Slack est vraiment la référence et c'est une excellente solution. Ensuite, cessez de stocker vos mots de passe sur l'ordinateur et passez à un outil de protection centralisé. J'utilise LastPass depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais ils m'ont souvent sauvé la mise. Ça m'a souvent sauvé la mise parce que je peux désactiver des accès. En cas de licenciement, il suffit de désactiver l'utilisateur et tous ses accès. Ça sauvegarde aussi mes mots de passe, donc ce n'est pas lié à un seul ordinateur. Ce n'est pas spécifique à l'appareil, mais à ma connexion LastPass. En voyage ou sur un autre téléphone, je peux accéder à tout immédiatement avec mon identifiant. Et la suite, c'est d'arrêter d'utiliser des listes de tâches individuelles. Il faut donc passer à un outil de gestion de projet pour que plusieurs puissent collaborer et suivre l'avancement du projet. Voici quelques autres exemples d'outils. Monday.com, Asana, ClickUp. L'essentiel, c'est que si tout le monde ne l'utilise pas, cela ne fonctionnera pas bien. Parce que si tout le monde n'utilise pas l'outil, alors si vous êtes sur un projet avec 7 personnes, mais que seulement 4 d'entre elles utilisent activement et répondent sur cet outil de gestion de projet, donc l'élément clé ici, c'est la réactivité. Par exemple, si vous regardez mon écran d'ordinateur au quotidien, j'ai Slack, j'ai Asana et j'ai généralement aussi ChatGPT. Donc, à tout moment, j'utilise toujours ces 3 outils pour accomplir mon travail. Donc, si vous remarquez le fil conducteur ici, c'est que nous devons passer d'une technologie en silo à une technologie partagée. Pour cela, nous devons renforcer la sécurité, être présents sur davantage de plateformes et formaliser la manière dont nous suivons et enregistrons les informations. Nous sommes donc passés d'une équipe nouvelle qui n'utilisait pas tous les outils à une équipe présente sur toutes les mêmes plateformes, avec des mots de passe protégés grâce à un outil de gestion de projet. Et cela nous amène au recrutement. Le recrutement sert à trouver et embaucher les talents de votre entreprise. Le problème à ce stade, c'est que vous perdez du temps avec de mauvais candidats et vous embauchez les mauvaises personnes à cause d'un mauvais entretien. On a déjà corrigé la fiche de poste et le processus de sélection des CV et donc désormais cette partie est réglée. Pour progresser davantage, nous apprenons maintenant à filtrer les candidats via un entretien en 2 phases basé sur une adéquation à 4 niveaux. Je vais donc laisser Léla s'en charger et vous expliquer tout cela car elle gère actuellement beaucoup plus de recrutement que moi. La première étape consiste en une présélection. C'est un appel téléphonique très rapide que vous passez avec quelqu'un. Et le but de cet appel est de s'assurer qu'il y a une adéquation au niveau des attentes. Mieux vaut ne pas perdre de temps avec un candidat dont les attentes salariales divergent. Par exemple, un salaire trop élevé ou un refus de déménager. Ils ne veulent pas faire de 9 à 5. Assurez-vous de bien vérifier les exigences de base du poste lors de la présélection. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde dans votre équipe, une seule personne mènera l'entretien pour évaluer ces 3 aspects, d'accord? Ils vont vérifier l'adéquation culturelle, soit est-ce que cette personne correspond réellement aux valeurs de notre entreprise? Donc, une fois les valeurs fondamentales de l'entreprise définies, évaluez-les lors de cet appel. Ensuite, évaluez leurs compétences. Ont-ils les compétences pour le poste? En général, un poste se divise en 3 à 5 compétences principales. C'est ce que vous allez vérifier. Et enfin, évaluer le potentiel d'évolution. Le potentiel, c'est peuvent-ils évoluer en interne ou occuper le prochain poste prévu pour eux? Ou bien non, parce que vous ne souhaitez pas qu'ils quittent ce poste et vous voulez en fait qu'ils y restent indéfiniment, tel le recouvrement, un poste comptable ou un job que vous ne visez pas vraiment, nombreuses évolutions possibles. Vérifiez les attentes. Évaluez la culture, les compétences et le potentiel. Enfin, sélectionnez. Le recruteur décide de l'offre et vérifie les références. Donc, en gros, c'est la première étape sur 2 et tout ceci correspond essentiellement à la deuxième. Il s'agit d'une brève présélection, comme un appel de 5 à 15 minutes, puis ensuite, c'est un véritable entretien. Vérification des références. C'est comme si vous alliez embaucher une babysitter, vous voudriez par exemple appeler, interroger sérieusement 5 familles différentes chez qui elle a travaillé. Votre entreprise est comme un enfant, souvent moins stable que le vôtre en termes de résilience. Et pourtant, on prend à peine le temps de vérifier une seule référence pour beaucoup de personnes. Donc je pense qu'un petit travail de recherche vaut vraiment son pesant d'or. Vous n'avez pas envie de prendre 1 heure ou 2 de votre temps pour vérifier les références, pourtant vous allez engager une dépense mensuelle importante pour cette personne. Si vous achetiez un logiciel à 7 000 $ par mois, vous feriez des recherches approfondies pour vous assurer que tout est correct, consulter les avis sur Google ou Consumer Affairs et parler à d'autres clients. Soudain, vous vous dites « Allez, on embauche à 7 000 $ par mois, c'est un bon gars, je sais juger les gens. » En réalité, probablement pas, car les gens mentent mieux que vous ne les démasquez. On a donc délaissé les mauvais candidats pour apprendre à mener de vrais entretiens et surtout à vérifier les références.
Passons aux ressources humaines, dont le but est de minimiser les risques juridiques. Ici, le problème est que les employés ne savent pas du tout comment se comporter. Ils ne comprennent pas non plus le fonctionnement des congés payés. Ils ignorent les jours de maladie, comment s'habiller ou le code de conduite. Ainsi, pour progresser, un manuel de l'employé et des politiques sont requis. Voici les diapositives suivantes qui présentent les politiques de base essentielles à inclure dans votre manuel pour être en conformité et ainsi définir les comportements attendus. L'objectif, c'est donc qu'à l'arrivée d'une nouvelle personne qui rejoint l'entreprise, vous parcouriez un manuel avec elle. Elle le lit, puis elle le signe pour en accepter ses règles. C'est tout simplement la base des RH. Ayez un manuel. Le manuel commence par un message de bienvenue qui présente l'entreprise, son histoire, sa mission et ses valeurs fondamentales. Ensuite, la section suivante que nous allons aborder porte sur les politiques d'emploi. Donc, est-ce que c'est précisé? Quel est ce type d'emploi? Comment leur poste est-il classifié? Et que faisons-nous avec leur dossier d'employé, n'est-ce pas? C'est très basique. Des modèles existent en ligne ou un service comme LegalZoom peut vous en fournir. Troisièmement, le code de conduite régit le comportement professionnel, la politique de conflit d'intérêts s'ils ne peuvent pas travailler ailleurs, la confidentialité sur les informations à ne pas partager hors de l'entreprise et enfin l'éthique sur notre comportement interne. Drogue, alcool, relations entre collègues, tout cela relève du code de conduite. Les relations entre collègues désignent des rapports sexuels. Cela signifie aussi socialiser. Oui, mais personne n'a de problème pour ça cependant. Mais la raison pour laquelle c'est important, juste pour préciser, et nous allons passer en revue le reste, c'est que vous n'êtes plus une toute petite entreprise. Encore une fois, c'est pour passer à l'étape supérieure. Donc, on passe à plus de 10 employés. De 10 à 20, c'est un peu le niveau suivant ici. Et donc, nous sommes à 5 à 9, mais pour y arriver, il faut mettre tout cela en place. Ils disent « Mince, ça me manque quand c'était juste les journées t-shirt et jeans. Oui, mais maintenant, on a des clients qui viennent au bureau. Ou maintenant, il faut qu'on porte tous les mêmes couleurs. Il faut qu'on ait l'air d'une entreprise. » Tout commence par fixer des attentes avec un manuel de l'employé. Il s'agit de définir les horaires, quelles sont les heures de travail et ce que signifie réellement la présence. C'est quoi être ponctuel? Quelles sont les règles de télétravail? Parlons de la rémunération. Détailler les délais, modes et garanties de paiement, les grilles salariales, les heures supplémentaires, les critères de prime et les augmentations. Puis, aborder les avantages éventuels à inclure dans notre politique. Concernant la politique de congé, payé, maladie, vacances et autres. En cas de décès ou de grossesse, quelle est la marche à suivre? Nous voulons leur dire à l'avance ce qui va se passer. Vous voyez, le sexe frappe encore. Et puis, pour finir, nous avons la performance des employés. Comment évaluerons-nous la performance du personnel? Quelles sont nos politiques de santé et sécurité en cas de maladie? Si nous avons un site en présentiel, comment nous assurons-nous que les gens restent en sécurité sur le lieu de travail? Politique antidiscrimination visant à prévenir ces situations sur le lieu de travail, le harcèlement pouvant survenir par discrimination liée à la religion, au genre, à l'orientation sexuelle, à l'origine, à l'âge ou au handicap, tout cela. Enfin, nous abordons certains des derniers sujets comme la technologie, c'est-à-dire l'usage d'Internet. N'allez pas sur Pornhub. Quoi? Quels réseaux sociaux utiliser ou non? Et vos politiques de confidentialité? Qu'en est-il de cet ordinateur fourni par votre entreprise? En cas de départ ou de licenciement, devez-vous le rendre? Comment ça marche? Et pour la démission ou le licenciement, quelles sont les directives et procédures? Faut-il un préavis? Pas de préavis requis? Y a-t-il des entretiens de départ? Et enfin, l'accusé. J'ai vraiment lu toute cette merde. Et donc, ce que vous allez remarquer ici, ce sont les détails. Et en ce moment, le fait est que lorsque les gens arrivent, ils viennent d'un endroit qui était complètement différent. Il ne faut pas voir ça comme s'ils se contentaient de rejouer aux échecs. C'est plutôt qu'avant, ils jouaient aux échecs et qu'en arrivant dans votre entreprise, ils jouent désormais aux dames. Et vous devez leur expliquer les règles du jeu. Ou à Fortnite. Oui, vous devez leur dire les règles du jeu. Et ça commence par le manuel. Ça a l'air nul, je comprends. Mais c'est comme une description de poste. Certains vont lire ça comme la Bible. D'autres l'ignoreront. L'important est de l'utiliser et de veiller à son exactitude pour vous y référer au besoin. Car tout ce qu'on a vu, je vous le promets, vous servira tôt ou tard. Malheureusement, j'ai dû me référer à chacun de ces points sur ces diapositives ces 6 derniers mois. Vous devrez le faire aussi un jour ou l'autre. Voilà pour les ressources humaines. Nos employés ne savaient pas comment se comporter, alors nous voulons mettre en place un manuel de l'employé et des procédures. Et cela nous amène à la finance. Très bien, donc c'est la façon dont vous déclarez et gérez votre argent. À ce stade, la contrainte est que la trésorerie est irrégulière à cause de dépenses ponctuelles imprévues. Et vous découvrez que gérer une entreprise coûte cher.
Pour l'étape suivante, vous établissez un compte de résultats, ou PNL, et un tableau de flux de trésorerie. Et vous voulez souscrire une assurance professionnelle de base. Très bien. L'assurance responsabilité civile semble ennuyeuse, mais voyez-le ainsi. Qu'est-ce qui pourrait couler votre entreprise? Je veux empêcher que tout ça arrive. Si j'évite que ma boîte meure, par définition, elle continuera d'exister. Donc il s'agit de se prémunir contre la mort. C'est ça, tout ce qu'on fait ici, c'est se protéger contre les risques. Vous vous couvrez contre les dommages corporels. Par exemple, si un client ou un employé glisse et tombe dans le magasin, c'est tout simplement un incident qui se produit sur les lieux de l'entreprise. Dans ma salle de sport, le matériel imposait cette assurance responsabilité civile. Si vous vous demandez ce qu'est un compte de résultat, ou PNL, cela montre simplement si votre entreprise a gagné ou perdu de l'argent sur une certaine période. Par exemple, il suffit d'additionner vos ventes de limonade et d'en soustraire ce que vous avez dépensé pour les citrons et les gobelets. C'est la façon la plus simple de voir les choses. Le tableau des flux de trésorerie indique les entrées et sorties d'argent sur un mois. Donc dans ce scénario de limonade et de gobelets, si j'ai gagné plus que ce que j'ai vendu pendant la période de vente, mais qu'à la fin du mois, juste avant le dernier jour, je précommande 2 mois de stock de limonade et de gobelets. Je pourrais avoir une trésorerie négative même avec un bénéfice sur mon compte de résultat. Il faut comprendre les deux. Le résultat montre la performance de l'entreprise, mais la trésorerie indique comment survivre et payer les salaires. Avoir ces deux états financiers permet d'en comprendre les aspects. C'est tout ce qu'il faut mettre en place. Flux de trésorerie, compte de résultat et assurance RC. On passe ainsi de dépenses aléatoires au compte de résultat. Et si vous savez, la raison de ces dépenses irrégulières est la suivante. Au début, surtout à ce stade, vous commencez à faire quelques achats plus importants. Vous avez en fait ces investissements plus conséquents qui sont ponctuels mais qui surviennent régulièrement. Il faut donc anticiper ces événements irréguliers et ensuite commencer à les planifier. Donc pour résumer la situation, à ce stade, le véritable problème, la contrainte, c'est que vous essayez d'être absolument tout pour tout le monde. Au début, on se spécialisait pour cibler les bonnes personnes. Désormais, nous franchissons une étape en nous concentrant uniquement sur certains profils. Comme vos meilleurs clients, pas besoin de deviner, regardez les meilleurs et dites « ce sont ceux que je veux servir ». Et ensuite, tout ce qui suit découle de cette grande décision. À ce stade, nous avons donc terminé le niveau 4, où nous avions 5 à 9 employés avec le thème de la priorisation, et nous passons à 10 à 20 employés, où maintenant nous sommes en train de productiser. C'est le thème de cette étape. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous êtes simplement tombé ici par hasard, je voudrais vous faire une petite proposition. Si ce genre de choses vous intéresse, nous pouvons vous créer une feuille de route personnalisée pour la croissance, qui vous montrera à quelle étape vous vous trouvez actuellement et ce que vous devez faire à cette étape. Ensuite, nous détaillons plus précisément, avec certains termes ici, ce qui va se passer ensuite et ce que vous devez absolument avoir accompli pour pouvoir passer d'une étape à l'autre en douceur. La croissance rapide de nos entreprises vient de notre expérience. On est déjà passé par là, on sait exactement ce qui va se passer et ce qui va finir par casser. Et donc la croissance est beaucoup plus fluide. Plutôt que de se heurter à ces plateaux ou à ces murs où l'on reste parfois bloqué pendant 6 mois, voire 6 ans. J'aimerais donc vous aider à éviter cela. C'est gratuit et personnalisé pour vous. Cliquez ci-dessous maintenant pour l'obtenir. Sinon, passons au niveau suivant.